Bonjour à tous et bienvenue sur CC Exécutive. Aujourd'hui, nous recevons Audencia Exécutive pour le programme Directeur financier. Vous pouvez dès maintenant poser toutes vos questions pour savoir si ce programme répond à votre besoin de formation. C'est du direct et c'est votre entretien avec Audencia Exécutive. Et aujourd'hui, nous recevons Louis-Dominique Dubourdieu. Vous êtes responsable recrutement du programme. Absolument. Et Emmanuel Gréau, qui est directeur général de Direct Direct Optique. Et vous êtes aussi participant à la formation directeur financier. Absolument. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser quelques mots pour introduire votre programme. C'est court et c'est l'Instant Corporate. C'est à vous. Bonjour, je suis ravi de participer à ce Campus Chanel qui est pour moi l'occasion de présenter notre programme Directeur financier, qui est un programme relativement récent puisqu'il a été lancé en octobre 2016, donc ça, on arrive à peu près un an, pas tout à fait. Et l'idée pour moi, c'est de montrer quelles sont les spécificités de ce programme par rapport à une multitude de programmes qui existent au sein de la formation continue. Ce programme s'adresse à des directeurs financiers, à des futurs directeurs financiers, à des personnes qui sont dans le contrôle de gestion, la trésorerie, la comptabilité, ou à des personnes qui sont plutôt sur des fonctions plus opérationnelles. On en a un exemple dans notre promo actuelle qui était ex-directeur SI et qui bascule sur une fonction DAF. Donc pour nous, c'est l'occasion aussi de former des promos qui sont hétérogènes. Au niveau du format du programme, donc c'est un programme qui dure 48 jours, qui est réparti sur 15 mois. À raison de 4 jours de présentiel tous les mois. On va aborder essentiellement de la finance d'entreprise, du contrôle de gestion, de la finance de marché, mais plutôt dans la mise en marché, la fidélisation d'une activité, et également des thématiques liées à l'ingénierie de haut de bilan, la gestion à plus court terme du cash, la gestion de la trésorerie. Ok. Emmanuel, quelques mots sur votre parcours à vous. Oui, bonjour, Emmanuel Gréau. En fait, je suis dirigeant cofondateur d'une start-up qui s'appelle Direct Optique, que j'ai cofondée en 2008 avec mon associé. Et donc, on a une société qui a fait plusieurs levées de fonds avec des enjeux financiers de plus en plus importants. Et en fait, j'ai décidé de me former pour pouvoir accompagner l'entreprise dans sa croissance et de toujours pouvoir rester aux rênes de la boîte. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans la suite des questions. On passe à l'entretien. Continuez à nous envoyer vos questions. Mon rôle, c'est de les appuyer et leur rôle, c'est d'y répondre. C'est parti. Je vous laisse prendre la première question. Je travaille dans le marketing depuis 15 ans et désire évoluer vers un poste à responsabilité côté finance. Acceptez-vous des profils comme le mien? Alors, on a des promotions. Si je me focalise sur la promotion actuelle, on a des profils très hétérogènes qui viennent de tous bords, mais la condition reste quand même que c'est des personnes qui manipulent des chiffres assez souvent. Et dès lors qu'on est un peu déconnecté de la vision ou qu'on est déconnecté un peu de la responsabilité liée à une fonction financière, ça me paraît un peu compliqué de rentrer dans notre programme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ouvert aux reconversions? On est ouvert à des reconversions, mais certains types de reconversions. Je pense à une fonction de directeur SI à toute sa place parce qu'ils manipulent des chiffres, ils sont en correspondance avec la fonction RH. Et là, dans ce cadre-là, moi, ça me paraît envisageable. Quelqu'un qui est vraiment focalisé dans le marketing, qui a fait d'ailleurs des études en marketing, en com, je pense, aura difficilement sa place au sein de notre école. Ok. Quel profil vous avez dans votre promotion actuelle? Alors aujourd'hui, on est la première promotion de cette formation, nous sommes 4. Donc moi j'ai un profil entrepreneuriat. On a Cécile qui est donc responsable administrative et financière d'une start-up. Alexandre qui vient de la finance des marchés. Et donc, comme tu en parlais tout à l'heure, Louis-Dominique, Alain qui est un ancien DSI et qui est devenu DAF. Donc, c'est des profils très variés par rapport à la question si une personne du marketing peut évoluer vers peut faire cette formation, si elle est pertinente. Il y a quand même une couche de connaissances comptables, de gestion minimum requise, parce qu'on va très très loin et on prend beaucoup de hauteur. Par rapport au niveau des cours, justement, comment vous adaptez le niveau des cours? On a des gens qui sont RAF, d'autres qui sont DAF déjà. Comment vous adaptez le niveau technique à des gens qui n'ont pas le même niveau à la base? Alors on propose avant
d'entamer le cursus des formations en e-learning, en finance. On essaie tant bien que mal de jauger leur niveau, soit académique, soit leur niveau lié à leur fonction. Et en fonction de ça, on réajuste en proposant des compléments de cours en finance, en contrôle de gestion, en comptabilité. Si ce n'est que quand même, les personnes que l'on rentre ont quand même 10 à 12 années d'expérience dans les fonctions financières. Donc il y a une mise à jour, mais on ne peut pas reprendre un cursus qui n'a pas été réalisé dans le domaine de la finance. Voilà. Donc il y a potentiellement une possibilité d'amener certaines choses, mais fondamentalement on ne peut pas récupérer des personnes qui n'ont pas de fondement, de socle bien fondé en finance. Là, on n'est pas dans, si je peux me permettre, on n'est pas dans un MBA assez généraliste. On va vraiment dans le cœur du sujet de la gestion de la finance pour aller beaucoup plus loin. Donc, même si on est de cursus assez variés, on a vraiment cette appétence aux chiffres, cette capacité de mise en perspective. Et donc là, on est vraiment sur ce que je vous disais, pour aller beaucoup plus loin dans le raisonnement. Donc si c'est juste pour avoir une expertise comptable, c'est pas la bonne formation. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. Combien de participants acceptez-vous dans la formation au maximum? J'ai pour l'instant une lecture assez peu précise sur combien de personnes je pourrais accepter ou je ne pourrais. Le seuil minimum pour nous, il est aux alentours de 5-6 personnes. On a fait, c'était une année test pour Emmanuel puisqu'ils sont 4 dans la promotion actuelle. L'intérêt pour nous, c'est d'arriver à des petites promotions de 10 personnes. Donc quand vous listiez les profils présents dans la promo, en fait c'était la totalité des profils dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, absolument. Les 4 personnes. Oui, on n'a pas réussi à ouvrir sur notre campus parisien. On a fait uniquement sur notre campus nantais. L'idée l'année prochaine, et c'est en bonne voie, c'est d'ouvrir aussi une formation sur notre campus à Paris. Ok, donc il n'y a pas de quota maximum, par contre il y aura un quota minimum pour pouvoir ouvrir une promotion, c'est ça? Oui, absolument. Quota minimum de 6 et quota maximum, ce serait très bien si on arrive à 15. Au-delà de 15, ça reste compliqué parce qu'il y a de la mise en situation, il y a de l'étude de cas, et puis comme on est en tronc commun aussi avec d'autres programmes de spécialité, l'intérêt, c'est pas arriver à un moment donné sur des promotions de 40 à 50 personnes. Enfin, tu as plus de recul que moi là-dessus, mais je pense que ça a moins d'intérêt. C'est-à-dire que dans le programme, vous êtes 4, mais vous avez des modules qui sont en commun avec d'autres programmes? On est en tronc commun avec la formation directeur ressources humaines. Donc ça, sur des sujets et des thématiques plus de management. Et c'est très très enrichissant parce qu'il y a une confrontation aussi des profils. Mais on a un temps de l'intervenant disponible personnel qui est très important. Donc ça, c'est très enrichissant et je pense que voilà, il y a un seuil de 15 personnes, un plafond de 15 personnes, à mon avis, qu'il ne faut pas dépasser parce que quand il y a une personne qui a des difficultés dans nos groupes, en fait, l'intervenant va passer du temps avec l'autre personne et ça fonctionne très bien. Ok. La formation est-elle exactement la même à Paris qu'à Nantes? Les professeurs et intervenants sont-ils les mêmes? Oui, absolument. En tout cas, on a décidé ça pour la prochaine promotion qui a lieu en octobre 2017. C'est pas dit que ce soit exactement la même chose sur la promo d'octobre 2018 où on voit bien que de faire venir des professeurs intervenant à Nantes, à Paris, il y a une gestion logistique qui est un peu compliquée parce que beaucoup de professeurs interviennent aussi dans d'autres programmes de spécialité, pas seulement les nôtres, en formation initiale. On a des professeurs permanents d'Audencia qui interviennent dans le cadre de nos programmes. Donc l'idée, c'est peut-être aussi d'aller chercher d'autres professeurs à Paris qui seraient en capacité aussi de délivrer des cours en exécutive, parce que ça reste un univers un peu différent de la formation initiale. Les professeurs sont plutôt des experts dans le domaine et on espère nous trouver des professeurs qui sont dans la réalité marché, dans des activités à Paris. Donc pas pour la prochaine promotion, mais peut-être pour octobre 2018. Mais du coup, en octobre 2018, on se retrouvera avec 2 programmes différents, délivrés par 2 types de professeurs différents, les experts sur Paris et les initiaux qui font un peu d'exécutive à Nantes. Il y aura un peu d'entre deux. On gardera certains professeurs qui viendront dispenser des cours à Paris et d'autres personnes à qui on fera appel qui, à mon avis, ne seront pas des professeurs permanents ou qui n'interviendront pas dans d'autres écoles, qui sont plutôt des personnes en activité professionnelle. Ok. La proportion actuellement entre les professeurs permanents d'Audencia et les intervenants professionnels, vous l'évaluez à combien? C'est peut-être une... Oui, je peux y répondre. Je dirais qu'à 60%, c'est des professeurs permanents d'Audencia et à 40% des intervenants professionnels qui, alors
ça date pas d'hier, ils viennent pas tout juste ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans la formation continue, donc c'est un peu nouveau pour eux, mais je dirais qu'à peu près 40% viennent de la finance et étaient sur des activités financières l'année dernière ou les années d'avant. Mais du coup, ces intervenants professionnels qui étaient dans le privé jusqu'à présent, qui travaillent dans une entreprise, ils sont capables de donner des cours, d'avoir la pédagogie nécessaire pour enseigner? Absolument. Alors, je ne sais pas comment fonctionne la partie formation des intervenants chez Audencia, mais en tout cas, on a une qualité d'intervenants que je trouve assez fabuleuse. Et certes, il y a beaucoup d'académiques, mais c'est aussi ce qu'on recherche, parce que nous, on est des professionnels sur le terrain, pour la plupart, enfin tous. Et donc, on a besoin d'avoir des données plus théoriques, vraiment, pour passer du... En fait, on prend beaucoup de décisions. Moi, je prends mon cas personnel basé sur le bon sens et sur l'acquisition d'expérience. Et là, la formation nous permet de passer d'une droite à une courbe. En très peu de temps, avec ce gain de connaissances académiques, je vais pouvoir avoir le niveau que j'aurais dû avoir naturellement d'ici 5 à 10 ans. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret de comment ça s'est mis en place pour vous? Tout à fait. Donc, j'ai fait cette formation parce que j'ai des problématiques actuelles qui sont liées à la finance. Donc, on est une société de forte croissance avec des besoins de financement récurrents, des opérations, donc on parle technique de M&A, de fusion-acquisition. Et ça, c'est un domaine, j'ai été très accompagné, mais aujourd'hui, j'ai besoin, en tant que dirigeant, d'en prendre les rênes. Donc, pour avoir ces compétences-là, ça ne s'en prend pas à chaque levée de fonds. En fait, il y a des décisions à prendre en amont. Et donc, j'ai besoin de ces connaissances. Donc là, dans le plan de formation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'association des directeurs financiers qui propose des formations à la carte, 3 jours pour le BFR, 3 jours pour le business plan, 3 jours pour la valorisation d'entreprise. Mais si on regarde ce qu'ils proposent et ce que propose la formation directeur financier d'Audencia, on a un condensé. On a l'intégralité des blocs élémentaires pour avoir une capacité à diriger une entreprise avec une vision financière. Ok. Alors, tant qu'on parle des 3 jours par-ci, 3 jours par-là, je vais vous laisser prendre la question suivante. Combien de jours par mois doit-on prévoir de libérer pour suivre cette formation à Paris? Merci. Alors, le rythme de la formation? C'est 3 à 4 jours par mois. Oui. Réparti sur 15 mois, à raison de 48 jours, donc ce qui fait exactement 336 heures. Mais en réalité, le travail, bon là, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans cette question, mais le travail que nécessite post-formation, parce qu'en présentiel, on a réussi à mettre en place un cursus qui soit vraiment à temps partiel et qui puisse permettre de combiner vie professionnelle, vie privée. C'est pas forcément évident. Emmanuel, tu étais bien placé pour le savoir parce que tu es dirigeant. Donc, je vois beaucoup de formations, moi, dans l'univers de la formation continue où c'est des cycles tous les 15 jours, 3-4 jours tous les 15 jours. Je vois bien que déjà 3-4 jours, c'est très prenant. Et ça nécessite de revenir un peu sur les bancs de l'école, de se remettre en cause, de côtoyer d'autres participants qui ont des vies aussi très très chargées. Donc, c'est un cycle qu'on a voulu de cette manière-là. Peut-être que ça va évoluer aussi à terme, parce qu'on le voit bien, hein, la sollicitation est quand même très, très importante. Mais voilà, notre cursus, globalement, c'est réparti sur 15 ans. Et pour répondre à la question, donc c'est le même rythme, ce sera le même rythme à Paris et à Nantes? Oui, absolument. On va rester sur le même rythme. Ok. Ouais. On peut passer à la question suivante. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de faire la formation exécutive directeur financier d'Audencia et si vous étiez renseigné sur d'autres options. Merci Emmanuel. Je pense que c'est une question pour vous Emmanuel. Tout à fait. Alors dans mon cas, en tant que dirigeant d'entreprise, on a une palette de formations très large. Naturellement, on va se diriger plutôt sur une formation type MBA, avec en gros pour se grossir les épaules et être capable d'avoir cette capacité de manager d'une boîte plus importante. Dans mon cas, je cherchais plutôt une spécificité, comme j'en parlais au préalable, finance. Donc j'ai cherché les formations en finance, mais très ciblées. Sur aussi une capacité de prise de hauteur, de lecture aussi des chiffres différentes. Pour faire très rapide, une personne opérationnelle, elle est habituée à parler des chiffres sur la base d'un compte de résultat. Et nous, ce qu'on voit dans la formation, c'est mettre en perspective le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et le bilan. Et ça, c'est la dimension, on va dire, globale du directeur financier.
Et généralement, on se focalise que sur un des éléments. Et pourquoi vous avez choisi de faire cette formation et pas un MBA justement? Alors vous disiez, je voulais avoir une vision plus spécifique de la finance, mais on a aussi des MBA où on peut choisir des modules en finance. Oui, mais généralement, vous avez un gros bloc management et une petite partie spécialisation. Et là, c'est le contraire. Donc c'est pour ça que cette formation, pour moi, elle ne s'adresse pas à une personne junior. Il faut déjà être manager, être confronté à des problématiques de comité de direction ou d'enjeux financiers. Parce que sinon, ça sera difficile de mettre les chiffres en perspective, les notions qu'on apprend, on aurait du mal à trouver une utilité. Et par rapport à la marque MBA qui est reconnue dans le monde, un MBA, vous mettez ça sur votre CV, vous allez à l'international, on voit ce que vous avez fait. Là, c'est une formation qui n'a pas de nom, entre guillemets, c'est une formation directeur financier. Vous vous êtes pas dit, bon, ça sera un peu moins visible après pour l'évolution de ma carrière? Ça reste Audencia. Donc, qui est un des principaux programmes, enfin, une des principales écoles de commerce en France. Donc, déjà, ça a une certaine ça a une notoriété, un poids. Ouais. Ensuite, on vient chercher des compétences, on ne vient pas chercher une marque. Donc, on vient chercher une marque au niveau national, mais pas international. Si vous faites la formation directeur financier Audencia, vous aurez les capacités d'être directeur financier à la sortie. C'est ce que je peux vous le dire. C'est qu'on est vraiment dans le concret. Il y a peu de choses superficielles en fait. Okay. Et sur 3 jours, c'est vraiment très très dense, mais on en ressort avec vraiment beaucoup de connaissances. Okay. J'ai regardé le webinaire que vous avez mis en ligne sur votre site, ça semble intéressant, mais je ne pense pas que cela puisse remplacer un cours en face à face, confirmez-vous. Alors de quoi parle-t-on ici? Webinaire, alors j'ai fait un webinaire sur les financements, mais je ne sais pas si on parle de celui que j'ai mis en place. Pour le financement, bon là c'est pour aiguiller les participants sur les dispositifs les plus adaptés pour suivre une formation en fonction de la durée de la formation, en fonction aussi du bloc choisi. Okay. Il y a certains dispositifs qui sont plus à même de répondre. Je pense qu'on ne parle pas de ça. À mon avis, on parle d'un webinaire spécialisé de Thierry. Voilà, pour remplacer un cours, est-ce que vous avez des cours que vous faites à distance comme ça, en webinaire? On n'en fait pas dans le programme directeur financier. On en fait, mais en extra, c'est-à-dire qu'en dehors des heures de cours, Thierry Mézeret, un des professeurs permanents d'Audencia, a animé un webinaire sur les taux de change, sur l'impact des taux de change. Moi, de mon côté, j'ai vu le webinaire d'Étienne Redor sur les fusions-acquisitions. Donc, je pense qu'il était sur le site d'Audencia. Il était sur le site, donc on en propose, mais si la question ça tourne, on propose des cours en webinaire dans le cadre du cursus directeur financier, pas encore. Okay. En revanche, il y a toute une palette de services qu'on propose en dehors justement de ce cursus-là pour permettre justement de cibler sur des spécialités propres à Audencia ou propres à certaines entreprises qui nous demandent tiens, cette année je suis sur du LBO, est-ce que vous pouvez faire un webinaire spécifique ou je suis impacté par les taux de change parce que je suis un groupe international, est-ce que vous pouvez aussi mettre en place un professeur qui pourrait animer ce type de webinaire? Donc on l'a fait, mais mais tous les cours de la formation sont dispensés en face à face pendant les 3 jours. Absolument. Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant ces cours-là? C'est un prof, un intervenant qui fait son cours et vous prenez des notes? Comment ça se passe? Déjà, chaque intervenant a sa méthode de fonctionnement. Mais en général, on va avoir une première partie du module qui va être sur de l'enseignement. Et juste après, on a une partie pratique. Et ça va très vite parce qu'on vous donne une nouvelle notion, une nouvelle formule et on fait un cas. Et on fait beaucoup de cas. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine expérience professionnelle parce que c'est des cas concrets. Par contre, avec une dimension supplémentaire qu'on n'a pas forcément, les 4 personnes qui sont présentes dans ma formation n'avaient pas connaissance au préalable. Et du coup, comment vous débrouillez avec votre cas et juste un petit cours avant? Dans le même temps. Hein. On est sur ce module. Par exemple, une première journée, on va vous parler des formules d'actualisation. Et donc, vous faites des exercices juste après, avec l'accompagnement du processeur. Donc, chacun à son rythme. Le but étant que, il y a une assimilation, vous avez compris, on passe à l'étape suivante, etc. Et en fait, d'une formation, d'un module à l'autre, il y a bien sûr un fil rouge. Et on commence à comprendre au fur et à mesure pourquoi on a pris ça dans le module précédent. Et ça vient, la formation s'étoffe au fur et à mesure des modules. Il y a des répétitions volontaires, donc, parce que forcément, toutes les disciplines de la finance, on retrouve certains modules en commun. Mais on prend la dimension, finalement, on arrive à assimiler au fur et à mesure. Et c'est vrai que des modules que tu retrouves, que tu as fait récemment, que tu avais un peu fait au démarrage de ta formation, ils prennent beaucoup plus de sens maintenant, puisqu'il y a une assimilation aussi qui se fait. On fait des révisions un peu progressive. On fait des révisions, tu en fais un peu, et il y a quand même on rabâche certaines notions.
de manière à ce que ce ne soit pas déconnecté aussi de... Tout à fait. Ouais. Il y a des principes clés de la finance qu'il faut maîtriser. Et par contre, il y a une compréhension à avoir et ça met un petit peu de temps. Donc, on va avoir une approche finance des marchés avec des notions. On ne va pas forcément comprendre l'utilité. Mais finalement, dans le bloc suivant, on va être sur finance d'entreprise et on va voir qu'on est sur les mêmes méthodes. Bon, alors ça tombe bien que vous parliez de ça, puisque c'est le sujet de notre question experte, et on va la lancer tout de suite. La question experte, je vous laisse la lire. Question experte, 3 jours par mois pour acquérir des compétences et une posture de directeur financier, est-ce pas insuffisant ? N'est-ce pas insuffisant? Si vous prenez 3 jours par mois en présentiel, bien sûr que c'est insuffisant. Ça demande une application personnelle très importante. Alors, ça a l'air d'être un lieu commun, mais je peux vous le dire, personnellement, ça demande beaucoup de travail. Il faut consacrer en moyenne, je dirais, 1 heure par jour. Alors, ça peut être condensé sur quelques jours, on va prendre un après-midi, etc. Mais je dirais qu'en moyenne, pour faire le projet stratégique, assimiler les connaissances, parce que donc, vous voyez un module un mois, de 3 jours, 3-4 jours, le mois suivant, vous avez un test. Et le test, il est le matin avant le cours suivant. Donc, il faut vraiment travailler personnellement. Mais ça se fait naturellement parce que c'est des connaissances qui sont très importantes dans sa vie professionnelle. On en voit tout de suite l'objectif. Et du coup, quand vous dites travailler, ça veut dire lire des livres, ça veut dire faire des exercices chez soi. Quelle forme ça prend ce travail à la maison? Alors, il y a un travail de révision et il y a un travail de recherche par rapport au projet. On est dans une formation diplômante, donc il y a un projet stratégique équivalent ici d'un mémoire. Donc il y a toute une démarche empirique de recherche à faire. Donc il y a des lectures, bien sûr. Et en termes de posture, puisque la question porte sur les compétences, donc ok, ça on peut travailler. Pour ce qui est de la posture, est-ce que c'est pas un peu léger, 3 jours par mois, pour changer de posture et passer de, par exemple, responsable financier à directeur financier? Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est surtout en termes de sélection de profils. Alors, je contourne un peu la question, mais l'intégration des profils, on les évalue un peu sur ce plan-là, en disant combien d'années d'expérience vous avez, combien d'années d'encadrement vous pouvez justifier, puisque effectivement, ce cursus n'est pas sera difficilement conciliable, absorbable si vous n'avez pas suffisamment d'années d'expérience en encadrement. Donc si on limite les profils d'entrée ou des profils trop juniors, je pense qu'on n'aura pas ces problématiques-là. C'est-à-dire que vous ne prendriez pas quelqu'un qui aurait... C'est-à-dire qu'un contrôleur junior qui a 3-4 ans d'expérience, je pense qu'il n'a pas sa place. Et après je me prononce, mais je... Donc vous le refuseriez, même s'il est prometteur, même s'il a un bon profil, même s'il est capable de l'argumenter? Oui, je pense qu'on le refuserait. Okay. Après, sur la question de la posture, c'est l'angle de vue. Donc je parlais des 3 tableaux principaux, comment bien les analyser. On a une notion vraiment de retour sur investissement et ça c'est une notion que n'a pas forcément une personne en contrôle de gestion, en comptabilité, même en entrepreneuriat, on le sent mais on n'en a pas les éléments techniques. Et donc là on est vraiment projeté sur l'avenir. Donc on change de l'objectif en fait. On va beaucoup plus loin que sur une fonction à un niveau inférieur. Alors juste pour revenir sur le travail à la maison, donc vous disiez 1 heure par jour en plus des 3 jours. Les 3 jours sont quels jours de la semaine? C'est toujours les mêmes? Pas nécessairement, ça peut être du mercredi au vendredi, ça peut être du mardi au jeudi. Mais c'est pas le week-end, donc on peut travailler le week-end. Il y a eu quelques samedis, mais en fait on a le planning dès le début de la formation. Donc, des postes comme les nôtres, on a le temps de caler nos plannings et mettre en place. Voilà, on bloque ce temps 1 fois par mois pour la formation. C'est vrai que contrairement à des MBA, on n'a pas fait le choix d'être à cheval sur des samedis systématiquement. Je vous laisse passer à la question suivante. Acceptez-vous des candidats en autofinancement, c'est-à-dire non envoyés par leur entreprise? En autofinancement, alors il y a 2 possibilités. Des candidats qui s'autofinancent, qui payent eux-mêmes leur formation. Alors toi tu en as un exemple, tu as payé intégralement ta formation? En partie. En partie. Ah, expliquez-nous. Mais en fait, étant dirigeant d'entreprise, j'avais un statut spécifique de dirigeant salarié, donc je n'avais pas tous les droits
d'un collaborateur par rapport au fonds de formation. Donc j'ai dû autofinancer en partie cette formation. Donc c'est sûr que ça a été accepté sans souci, mais ça emmène une implication, une motivation, bien sûr. Qui est peut-être sans doute un peu différente. Ouais. Vous avez payé combien? La formation, alors je sais. Elle était à 16 950. 16 950 Oui. Ok. Elle est passée à 18 000 parce qu'on englobe la cotisation aux anciens élèves, donc c'est-à-dire tout le package de services qu'on propose à côté. Ça fait cher de la cotisation, plusieurs milliers Alors, d'euros? ça fait pas cher. En fait, en réalité, il a payé un peu plus que ça parce qu'on lui a demandé une cotisation quand il est entré. Là, on estime que de toute façon, tous nos candidats souscrivent à cette cotisation, donc ça n'avait pas d'intérêt de la dissocier. Et pour nous, en termes de gestion, c'est un peu compliqué. Du coup, pour un candidat qui s'autofinance, donc qui n'est pas accompagné par son entreprise, dans le cadre d'un contrat salarié. Alors vous, c'est un peu particulier puisque vous dirigez votre propre entreprise, mais est-ce que vous accepterez quelqu'un qui vient vous voir, peut-être sans l'accord de son entreprise? Je ne sais pas si c'est le sens de la question. Sans l'accord de son entreprise, ça me paraît... Enfin, qui poserait des jours de congé, par exemple, pour pouvoir suivre la formation. En autonomie, oui, ça peut arriver, ça peut être tout à fait possible. Ça me paraît toujours un peu compliqué quand on n'a pas dans l'idée. Alors s'il a dans l'idée de se repositionner, ou en tout cas il a ciblé une entreprise pour laquelle il pourrait faire son projet stratégique, projet professionnel, là ça a tout son sens. Donc il va entamer une négociation avec son entreprise actuelle, convention, et puis il s'est déjà projeté dans sa future entreprise. Mais quelqu'un qui est totalement déconnecté de son entreprise, qui n'a pas dans l'objectif d'aller chercher une autre entreprise, ça impacte quand même son activité. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire des parallèles systématiquement entre la théorie et qu'on puisse le voir en pratique. Donc, oui, en autonomie financière, pourquoi pas, ou des personnes qui utiliseraient un CPF autonome pour suivre cette formation, pourquoi pas. Mais encore une fois, je pense que déconnecter des décisions de l'entreprise, ça me paraît difficile. Ça a moins d'intérêt. Ça a moins d'intérêt, ah oui, complètement. Pour ce qui est du financement, alors si moi j'ai pas envie de payer 18 000 euros de ma poche, qu'est-ce que je peux faire? 18 000 euros, alors il y a différents dispositifs qui sont à l'initiative du salarié, comme le CPF, comme le congé individuel de formation. Il y a d'autres dispositifs qui sont à l'initiative de l'employeur, donc il peut solliciter son OPCAR dans le cadre d'une période de pro. Également, il y a des fonds paritaires qui sont mis en place par les branches professionnelles. Donc, en fonction de la branche, certains fonds peuvent être alloués à l'entreprise pour augmenter le plan de formation d'entreprise. Il y a également aussi le plan de formation d'entreprise, tout simplement. Est-ce que pour aider les auditeurs à y voir plus clair, ça fait beaucoup de sigles différents? Ça fait beaucoup de sections financières différentes. Comment on fait? Est-ce qu'on a un interlocuteur chez vous qui peut m'aider à monter mon plan de financement pour suivre cette formation-là? Complètement. Normalement, l'ensemble des responsables programmes, responsables recrutement chez nous sont formés au financement, aux différentes sections financières. Donc on est tout à fait à même d'aiguiller en fonction du parcours de la personne, en fonction aussi de son entreprise. Et on se focalise aussi, nous, par rapport à sa branche professionnelle. Il y a certains dispositifs méconnus qu'on peut solliciter. Donc on peut vous appeler, les candidats peuvent absolument. Vous appeler sans postuler, sans vous dire oui je veux venir chez vous, mais déjà se renseigner sur est-ce que je vais être capable de financer la formation? Oui, on le fait assez volontairement et de plus en plus puisque ça devient un enjeu pour les salariés. On est sur des formations qui sont quand même relativement chères et il est nécessaire qu'il y ait différents dispositifs soient sollicités pour couvrir une bonne partie du dispositif. Je ne crois pas qu'il y ait de candidats dans le cadre de la promotion actuelle qui n'aient pas payé un peu de leur poche, puisque on arrive rarement à 18 000 euros de financement par le biais d'un organisme paritaire, donc il y a toujours un autofinancement. Mais on peut aiguiller et puis il y a certains financements méconnus qui peuvent solliciter. Je vous laisse passer à la question suivante parce qu'on a peu de temps maintenant. Les exemples de projets stratégiques menés cette année? Alors, toi, tu ne veux pas trop en parler, mais c'est normal, c'est confidentiel. Par contre, il y a une personne de la promotion qui va travailler sur le blockchain. Le blockchain, un outil pour le DAF. Alors, blockchain, ça se rapproche du Bitcoin. Bitcoin, je ne vais pas pouvoir en parler ici, mais toi, tu vas peut-être pouvoir en dire deux mots. Bon, alors, on va faire un Tetris, allez-y. Donc, vous avez mis la pièce blockchain. Emmanuel, c'est quoi le blockchain? J'ai mon collègue qui a eu la sympathie de nous expliquer un petit peu. En fait, le blockchain, c'est la technologie qui est derrière le Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle dont on parle de plus en plus. Donc, il y a des enjeux de sécurité
et son projet est orienté sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut l'appliquer au monde de la finance. Donc voilà, je le laisserai présenter plus tard. Ça, et donc il peut y avoir d'autres projets aussi beaucoup plus larges, externaliser la fonction financière, mise en place d'un ERP, pourquoi pas. Donc c'est finalement des projets assez terre à terre. Et là où ça a du sens, je pense, et je le vois typiquement avec Alain qui est dans notre promotion, c'est il avait cette idée depuis bien longtemps, il ne savait pas de quelle manière il allait pouvoir travailler sur ce sujet-là, il en profite dans le cadre de ce projet. Donc ça faisait, et il va y trouver certainement une utilité puisque ce n'est pas encore déployé dans toutes les entreprises. C'est assez novateur. Donc l'idée c'est de sortir aussi des idées qui sortent un peu du lot et qui apporteraient un avantage stratégique à l'entreprise. Donc alors on a eu l'explication par l'exemple, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu à la base et nous dire ce que c'est qu'un projet stratégique pour vous? Projet stratégique, c'est un projet d'entreprise qui impacte l'activité financière, mais également d'autres services. Donc c'est un projet de grande envergure, mais qui a vocation, la première vocation, c'est d'aider l'entreprise à déployer soit un outil, soit une méthodologie pour faire en sorte que l'activité grandisse. Voilà. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un impact derrière, un impact qui soit transversal et pas non simplement focalisé sur la finance. Et on est sur un projet de long terme. C'est pas un simple projet qu'on peut faire en 3 sessions. Là, on est vraiment sur toute une année de recherche. Donc il y a une grosse partie empirique donc de lecture, ensuite une partie où on va aller voir des intervenants, des professionnels, pour ensuite bâtir une stratégie. Et ce projet se conclut par quoi? Quelle est l'épreuve finale qui va sanctionner l'obtention ou non du diplôme? Il y a 2 items. Le premier, c'est donc un document papier. Comme un mémoire en fait. Similaire à un mémoire sur une 50aine de pages, accompagné d'une soutenance orale, et ça a lieu en fin de formation sur le début d'année prochaine. Ok. Quelle a été la plus-value pour vous, Emmanuel? Alors, quelle a été la plus-value pour moi? Alors, l'avantage, c'est que les sujets qu'on voit aujourd'hui, j'ai tout de suite une mise en application dans l'entreprise. C'est extrêmement concret. On est sur des problématiques de valorisation. Moi, j'avais des méthodes très comptables de valorisation d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la notion financière. Donc on est dans le monde des fonds d'investissement, donc ils ont une manière de valoriser une entreprise qui est différente d'une simple méthode comptable, même si il y a un lien, il y a un fil rouge. Donc déjà, j'arrive à comprendre mes parties prenantes. Et auparavant, j'étais souvent accompagné. Donc j'avais un conseil stratégique, un conseil financier, un conseil juridique. Aujourd'hui, sur la partie financière, je commence à avoir une autonomie et à pouvoir prendre des décisions qui sont en avance par rapport à mes compétences jusqu'à présent. Vous n'avez plus besoin de déléguer quoi que ce soit dans la partie financière? Aujourd'hui, je m'accompagne d'experts. Par contre, je délègue moins la prise de décision. Je ne sais pas si c'est assez concret, mais je comprends l'enjeu parce qu'on est sur des choses très techniques en fait. Donc quand vous êtes entrepreneur avec une spécialité qui n'est pas du tout financière, moi j'ai fait 1 an de contrôle de gestion à 24 ans, j'ai lancé ma société à 25 ans. Donc expérience zéro. Par contre, ça fait 9 ans qu'on a lancé l'entreprise, l'entreprise a vécu beaucoup de choses. Mais j'avais besoin toujours d'être très accompagné. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est différent parce qu'on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et je maîtrise en fait mes objectifs et les enjeux qui vont avec. Ok. Alors en termes de retour sur investissement, donc vous êtes peut-être pas le bon exemple pour ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir aussi en espérant une augmentation de salaire dans le cadre d'accords avec leur entreprise pour évoluer sur un poste à responsabilité? Augmentation de salaire, oui, c'est induit par ce changement de poste. Je dirais que les candidats viennent parce qu'il y a un changement de poste qui est acté dans l'organisation. Là, j'ai une personne qui est RAF, qui espère devenir DAF. J'ai Alain Berada qui est ex-directeur ici, qui bascule sur une fonction DAF, donc c'est acté dans l'organisation. Donc lui, c'est dans l'accompagnement. Ce sont des choses qui sont décidées en amont. En amont, et ça a beaucoup plus de sens pour moi. On a
Un contre-exemple, je dirais que c'est une personne qui est en finance de marché et qui s'est vu proposer un poste en finance d'entreprise. Donc pour le coup, s'il n'est pas aiguillé à travers cette formation, enfin, je ne vois pas comment il peut prendre le poste sans suivre les modules que l'on fait, quoi. Ok. Ouais. J'aimerais faire votre formation dans le cadre d'un projet personnel. J'aimerais en savoir plus sur le projet stratégique. Pour quelle entreprise devrais-je travailler? M'aideriez-vous dans mes recherches? Alors, quelqu'un qui, si je comprends bien la question, ne serait pas accompagné par son entreprise, justement, et ferait la formation de manière autonome. C'est ce que je comprends, du moins. Oui, alors il faudra nécessairement qu'il ait une entreprise à un moment donné, au milieu de parcours. Idéalement, ce serait avant de démarrer, il faudrait qu'il ait identifié une entité pour laquelle il pourrait faire cette formation. Mais est-ce que ça veut dire qu'il devrait se faire embaucher par cette entreprise? C'est le principe quand même de l'executive master, c'est qu'on est salarié de l'entreprise. On accepte, dans le cadre d'autres programmes que je suis, des demandeurs d'emploi, mais qui ont plus... Alors je suis sur le responsable communication. C'est assez facile pour eux d'identifier une association pour qui ils pourraient mettre en place un projet en communication. Okay. Quand on est en finance, si on n'arrive pas à identifier l'entreprise, c'est compliqué de suivre ce programme. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de langue de bois, mais on peut en accepter, mais il faudra qu'il y ait une démarche très active et j'espère que cette personne-là pourra identifier l'entreprise pour qui elle pourra suivre, faire ce projet stratégique. Mais c'est compliqué de le faire sans. On n'est encore une fois pas dans une démarche académique, de mémoire, on est vraiment dans le cadre d'une application de techniques, méthodologies propres au monde de la finance. Donc si on prend l'exemple que vous donnez, donc, vous parliez du programme, de l'autre programme d'Audencia Executive qui est responsable communication. Donc là, les demandeurs d'emploi peuvent postuler, ensuite vous les accompagnez, ils peuvent proposer des projets pour des entreprises desquelles ils ne sont pas salariés. Oui, ça ne serait pas possible dans le cadre de ce programme-là. C'est-à-dire de rentrer sans entreprise et ensuite que par votre intermédiaire ou par celui des intervenants, par le réseau, il arrive à trouver une entreprise pour laquelle il pourra travailler. C'est au cas par cas. Je pense qu'on lui donnera son admission si jamais il a un background technique suffisant pour entrer dans le cadre de ce programme, mais par contre ce sera conditionné par à un moment donné le choix d'une entreprise. Okay. Donc s'il arrive à trouver une structure associative ou un réseau, on fait partie des réseaux DFCG, si effectivement il arrive à être membre très actif et identifier auprès de la DFCG je sais pas, une solution pour qu'ils puissent développer leur axe de formation ou leur axe stratégique, pourquoi pas, mais encore une fois je pense que ce sera difficile. Okay. Voilà. J'entends souvent que faire, une formation bouleverse la vie de famille, avez-vous le même ressenti? D'accord, bon, j'ai compris le sens de la question. Avez-vous eu le même ressenti? Oui, c'est ça, avez-vous eu le même ressenti? Alors, dans mon cas, j'ai eu une petite fille au mois d'août dernier. Félicitations. Donc, merci. On est exactement dans cette problématique. On nous prévient dès le départ qu'on fait la formation seul, mais par contre, on a la validation en commun quand on est en conjoint ou en famille. Ça demande énormément de ce que je disais tout à l'heure, de temps personnel. Et moi, je suis dirigeant d'entreprise, ça me prend beaucoup de temps. Je suis maintenant papa d'une fille qui me prend un temps incompressible. Et ensuite, il faut dormir. C'est vrai, on oublie souvent qu'il faut dormir. Non mais absolument, et il faut caler la formation dedans. Donc si vous n'êtes déjà pas en phase avec votre conjoint et votre famille sur cette formation, je vous prie de ne pas la faire. À ce point-là? À ce point-là, parce que on est sur une démarche assez longue. On a commencé au mois d'octobre. Oui. Ça va jusqu'à fin décembre. Donc ça perturbe bien sûr les vacances, ça perturbe le week-end quand on doit travailler, étudier ou dans mon cas travailler pour rattraper les jours où j'étais en formation. Donc il y a une implication personnelle qui est vraiment pas négligeable. Et quand vous dites les vacances, c'est-à-dire on prend plus de vacances, il n'y a pas de pause dans la formation pendant les mois d'été? Non, on a des formations tous les mois. Après, il y a des distances, des temps de pause entre les sessions qui sont d'un mois. L'été, c'est assez long, donc bien sûr, on arrive à caler des semaines. Mais sur ces semaines de repos, là, au mois d'août, on sait aussi qu'on va devoir étudier pas mal, notamment pour le projet stratégique. Okay. Il est sans doute plus conciliable pour personne qui est salarié d'une entreprise, qui a son quota de RTT, son quota de congés payés, mais pour quelqu'un qui est entrepreneur comme Emmanuel, effectivement, les jours de congé, c'est toi qui les poses. Dans mon cas, j'ai pris un peu sur le sommeil. Oui, c'est d'accord. Ça. Oui, c'est ce que je me disais. Oui, la partie dormir, on l'oublie souvent. Alors, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, mais je vais vous laisser 2 minutes de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose.
Là où je pense que notre valeur ajoutée par rapport à d'autres formations, c'est qu'on a vocation à aider quelqu'un qui est en poste dans une fonction financière à acquérir les bases et acquérir la posture d'un directeur financier ou d'un responsable administratif financier. Donc je pense que si vous êtes actuellement en poste et sur des fonctions de contrôle de gestion, audit, comptabilité, vous ne savez pas de quelle manière vous allez pouvoir mettre en place cette évolution, ce repositionnement professionnel. On est, je pense, une formation assez complète et complexe et qui a vocation, à mon avis, au bout de 15 mois, à vous faire changer de posture. Ok, Emmanuel? Moi, si je dois résumer la formation, c'est en une phrase, la formation directeur financier, c'est un accélérateur de compétences sur le domaine de la gestion et de la finance. Donc vous gagnez énormément d'années. Donc même si la formation est certes assez onéreuse, en fait, elle est très vite rentabilisée. Très bien. Et ben, merci à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir Merci répondu beaucoup. à toutes ces questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel entretien sur CC Exécutive.